Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend du coup là? Oui, Oui? Bon, très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi, je m'appelle Paul Artaud. Je vais là essayer de. J'ai un retour derrière qui est désagréable. Je vais donc du coup modérer le débat. Donc, je vais présenter les deux débatteurs que sont Joachim Sonforger, euh, député, député donc de la circonscription des Français établis en Suisse et au Liechtenstein depuis 2017. Et nous avons de l'autre côté Corentin, donc, qui est représentant de l'ARPAC, euh, qui est une association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Euh, donc voilà, moi après j'interviendrai dans le débat s'il faut le faire. Il y aura 1h40 à peu près de débat. Et puis il y aura 20 minutes de questions avec le public, si certains et certaines veulent se prêter au jeu de du débat. Voilà. Donc je vous laisse commencer. Donc le sujet, effectivement, pour le rappeler, mais je pense que c'était déjà clair, c'est sur la police, sur la milice. Et puis, comme on vit aujourd'hui, depuis quelques mois, une société qui est quand même de plus en plus violente, on peut légitimement se poser la question de la sécurité en France, et puis aussi de la légitimité forcément des forces de l'ordre. Donc je vous laisse prendre la parole. c'est Joachim, je vais peut-être reprendre la parole. Je pense que ce serait peut-être plus. Moi, j'ai déjà un point de vue. Je vais avoir l'occasion pendant 1 heure et demie de détailler sur mon point de vue sur le port d'armes citoyen. Je pense que mon point de vue sera globalement peut-être contrasté, en tout cas, sur sa temporalité par rapport aux idées qu'avance l'ARPAC. Elles ne sont pas forcément éloignées à tous les égards, mais peut-être contextualisées différemment dans mon approche. Alors, bon, l'idée, c'est qu'on est vraiment très content d'avoir les gens de l'ARPAC qui sont là avec nous aussi ce soir. Donc, je vais leur laisser, je vais les laisser un peu populariser devant tout le monde leur approche. J'ai reçu plusieurs fois leur carte de certains de leurs membres pour vous expliquer justement Quoi? leurs recommandations. Et donc, ce qui serait bien, ce serait je pense, de vous Enfin. laisser exprimer déjà un Non, premier point de vue, et en fonction de ça, de nous pouvoir, euh, enfin moi pouvoir rebondir, et puis ensuite qu'on puisse avoir les avis et les questions des uns et des autres dans un temps de. Donc je vais modestement vous laisser déjà la parole pour un peu nous exposer vos propositions, et je sais qu'elles ne datent pas d'hier et qu'elles sont récurrentes, et peut-être qu'elles sont encore plus nécessaires aujourd'hui qu'hier justement. Voilà, je vous remercie. Donc on peut faire comme ça, effectivement, hein, si des personnes déjà veulent se prêter au jeu du débat, ça serait peut-être une bonne chose pour commencer, effectivement, et puis après on essaiera de voir ce que pensent après Joachim Sonforger et Corentin. Voilà, c'est à vous. D'accord, merci. Bien, du coup, en tant que représentant de l'ARPAC, si je peux commencer. Sur le thème, donc, police ou milice, c'est un thème assez vaste, et certains termes me dérangent, enfin me font réagir en tout cas. Déjà, police ou milice, ça peut vouloir dire qu'il y a nécessairement un choix à faire entre les deux. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais surtout, nous, à l'ARPAC, nous sommes contre la mise au service de l'individu armé à un quelconque service public ou privé, et également à une milice, une quelconque milice, qu'elle soit légale ou non. Donc, il y a derrière ce terme une certaine implication, et qui signifie réserver donc le port d'armes à seulement une certaine catégorie de citoyens qui feraient partie de cette milice établie selon certaines conditions. C'est quelque chose qui nous dérange, nous, à l'ARPAC, parce que nous avons une vision du port d'armes citoyen qui consiste à avoir le droit individuel de se défendre. Pour nous, le port d'armes est le moyen d'exercer ce droit à la légitime défense et ce droit à protéger son intégrité.
Le terme donc de milice nous dérange un petit peu fondamentalement. Pour nous, l'idée serait plus d'avoir des citoyens qui sont formés à un port d'armes, qui auraient reçu une formation égale, au moins égale à celle des forces de l'ordre, et donc qui seraient aptes par cette formation et des exercices, des examens réguliers, qui prouveraient leur aptitude à pouvoir porter leur arme au titre de leur défense personnelle. Et c'est pour nous, nous sommes convaincus que ce port d'armes serait un moyen très efficace de lutter à la fois contre la délinquance du quotidien, qui peuvent affecter donc les citoyens partout en France, mais également de pouvoir assurer une riposte rapide et efficace face à des potentiels attentats terroristes lorsqu'ils se déclareraient. Donc voilà. Après, il y a également des citoyens qui peuvent s'organiser eux-mêmes et créer par exemple des gardes de voisinage, des associations de surveillance du voisinage, bon, pourquoi pas. Mais nous ne supportons pas, nous n'allons pas dans le sens de promouvoir l'établissement de milices citoyennes ou d'une quelconque mise au service de l'individu dans de telles organisations. Donc c'est Joachim, je vais reprendre la parole. Alors, mon point de vue, moi, était plus contrasté, pas tellement sur le droit d'être armé, parce que finalement, si on considère de manière extensive le droit d'être armé, c'est pas forcément juste le droit d'être armé par un feu, c'est le droit d'être armé soi-même, physiquement, mentalement, à main nue, et c'est, je dirais, le droit à l'individu à une autodéfense quelle qu'elle soit. Je veux dire, cette autodéfense, on peut la faire valoir dans le champ légal, par la justice, on peut le faire valoir dans une situation de légitime défense qui a été largement altérée au cours des années, du reste, dans la plupart du monde occidental. Mais là où j'ai un petit doute, et en tout cas par rapport à l'approche de l'ARPAC, moi, elle est plutôt sur la temporalité dans laquelle on peut retrouver une culture des armes, dans la mesure où je pense que cette culture des armes, elle était largement affectée et on l'a largement fait offrir je dirais après les deux guerres mondiales, notamment en tout cas en France. Il y avait une culture des armes qui existait, en tout cas de l'arme à feu qui existait, où finalement il était possible de se procurer des choses en quincaillerie. Je suis tombé également sur les manuels d'instruction à l'école primaire au début du siècle, enfin, à la fin du siècle dernier même, qui étaient même signés, en tout cas préfacés par des ministres importants du socialisme à l'époque, à la naissance finalement de l'instruction publique. C'est intéressant de voir que tout ça un peu est devenu maudit à travers le temps. Et après l'épreuve de quelques guerres, en tout cas, c'était un bon prétexte pour faire disparaître cette culture des armes. Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense qu'en France, il n'y a plus cette culture des armes, d'autant moins qu'elle était encore existante en partie dans le milieu finalement la conscription obligatoire, donc chez des hommes qui partaient à l'armée lors du service militaire, et qu'avec la professionnalisation de l'armée qui a été voulue à l'époque, voilà, c'est un choix que moi je regrette, mais qui a été voulu. La vraie situation, c'est qu'on ne voulait pas avoir la responsabilité d'avoir des engagés femmes et hommes, bien sûr, qui pouvaient y prétendre tous, en fait, et finalement, on a préféré le choix d'une armée professionnelle. Donc, toujours est-il que cette culture des armes, elle a achevé de disparaître, et que finalement, paradoxalement, elle est restée très présente dans la folk culture à travers les films, notamment les séries anglo-saxonnes, et qu'elle est devenue une sorte de fantasme, de monde du fantastique et de quelque chose de dangereux, d'interdit, qui fait peur. Et dans le même temps, elle est restée finalement un lieu commun dans la grande criminalité et chez des gens qui aujourd'hui sont responsables du terrorisme islamiste. Alors,
Heu, Là où je fais ce constat un peu long, c'est parce que je m'interroge sincèrement sur quelque chose. Si aujourd'hui, on va vers l'idée d'un port d'armes citoyen, qu'est-ce qui se passe dans la mesure où, finalement, ça peut être une condition d'accès facilité à des gens pour lesquels on ne veut pas qu'ils soient porteurs, d'une arme, et ça peut être par ailleurs un peu délicat dans la mesure où cette culture de l'arme étant perdue, on risque de se retrouver avec des citoyens, armés, peut-être de bonne intention, de bonne volonté, mais également encore dans une approche très mythique, très mystifiée de l'arme, avec, une déification un peu de l'arme à feu, et paradoxalement une très mauvaise maîtrise de celle-ci, et des conditions rares dans lesquelles on peut être amené à en faire usage. Donc mes doutes, ils s'expriment plutôt par rapport à ce contexte un peu particulier qu'on vit en France. La responsabilité, elle est vient de ceux qui ont désarmé les Français, ça j'en doute pas. Toujours est-il que la situation, elle est délicate. Ces 2 problèmes, ça va, après on l'illusion de puissance, l'individu armé, heu, dans un contexte compliqué, et personnes non initiées, et l'accès facilité pour des personnes qui sont déjà détentrices d'armes de manière illégale, mais pourraient se retrouver dans une situation encore plus facilitée d'accès à ces. Je laisse peut-être répondre, le représentant de l'ARPAC qui est avec nous, parce que je pense que sa réponse sera intéressante sur mes doutes. Oui, tout à fait. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à votre argument. Déjà, au niveau de ce que vous dites à propos de la culture de l'arme à feu en France, je suis en partie d'accord avec vous. On a beaucoup perdu de cette culture de l'arme à feu et du rapport de manière générale de la population à l'arme. Voilà, il y a une image très très négative de l'arme à feu en France qui est vue souvent nécessairement comme un objet voilà, de mort, qui est un objet lié souvent donc, soit à l'armée ou aux forces de police ou seulement aux criminels. On voit ça souvent comme un outil de guerre conçu pour infliger la mort. Maintenant, euh, est-ce que nous avons totalement perdu cette culture de l'arme? Je n'en suis pas personnellement convaincu. On a près de 1,5 million de chasseurs encore en France, 200 000 tireurs sportifs environ. Donc, certes, cette culture s'est amoindrie, mais je ne pense pas qu'elle ait particulièrement disparu. Et je pense qu'il y a moyen aussi de la faire revenir et de ramener, voilà, de démystifier un peu cette vision qu'on a de l'arme à feu en France. Euh, dans un deuxième point, au niveau du port d'armes et de l'accès aux armes que cela pourrait amener, en revanche, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Selon moi, le port d'armes, intégrer un permis de port d'armes tel que nous, en tout cas, nous le proposons, ne faciliterait en rien l'accès aux armes et ne permettrait pas non plus à l'élément criminel qui, lui, détient ces armes illégalement de pouvoir prétendre à ce permis de port d'armes. Toutes nos conditions sont faites en sorte pour que seuls ceux qui détiennent déjà légalement leur arme, qui sont tireurs sportifs et qui ont une autorisation préfectorale de détention d'armes de catégorie B, c'est le strict minimum pour pouvoir prétendre au port d'armes tel que nous le proposons. Et ça ne faciliterait pas non plus l'accès des armes aux criminels, car les lois d'acquisition d'armes en France sont déjà présentes, nous devons déjà composer avec, et les criminels ne s'arment déjà pas légalement. Pour ce qui est de la responsabilité du tireur sportif moyen, je pense que le tireur sportif est très apte à manipuler son arme. La plupart s'entraînent énormément en stand de tir et on peut le constater dans
dans les statistiques concernant les décès par arme à feu ou même juste les incidents par arme à feu en France, les accidents de tir les décès et les blessures accidentelles par arme à feu sont très rares. Cela démontre selon moi que le tireur sportif moyen est très responsable et très apte à la manipulation de son arme. Maintenant, tout ce dont on a besoin, c'est un examen vraiment pratique pour pouvoir enseigner le port d'armes et pouvoir encore plus promouvoir cette responsabilité de l'usage de l'arme dans un cadre défensif, ce que l'on peut voir déjà dans la police. Et je dirais que le tireur sportif moyen s'exerce sans doute plus que les minima requis pour la police. Donc pour moi, c'est déjà un non-problème, le problème de la responsabilité et des compétences du tireur sportif dans le maniement de son arme. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je pensais sur ce point-là. Merci Corentin, merci. Alors je vais juste essayer de recentrer le débat. J'étais en train de lire vos conditions pour établir le droit au port d'armes citoyen. Donc je les cite bêtement. Être volontaire, être de nationalité française, être majeur responsable, ne pas avoir d'antécédents judiciaires, ne pas avoir d'antécédents psychiatriques, satisfaire une enquête de moralité par la police. Après, il y a la question de l'entraînement aussi, puis un certificat médical, puis passer effectivement un permis de port d'armes théorique et pratique concernant le maniement, la législation et l'usage d'une arme de catégorie B. Donc ça, c'était simplement pour rappeler les faits. La question que je peux me poser, je ne sais pas d'être une voix dissidente, mais est-ce que l'engagement citoyen ne serait pas une solution subsidiaire? C'est la question que je pose à M. Sonneforger et à toi, Corentin, aussi. Est-ce que ça n'arriverait pas en second plan? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui se poser déjà la question de la compétence, si je puis dire, des forces de l'ordre aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet à creuser plutôt à ce niveau-là? Est-ce que ce ne serait pas l'idée plutôt de restaurer l'ordre, l'autorité, par rapport à cette violence qui gangrène la société aujourd'hui? Moi, je vois ça un peu bien sûr comme politique, mais je vois aussi ça de l'intérieur. Enfin, tout le monde sait un peu ma passion pour les armes à feu, sur des démarches ou d'entraînement à visée tactique ou surtout de travail du sport. Et je vois quand même des écueils par rapport à ce qui est dit. Et je ne devrais pas mettre le pavé dans la mare moi-même, mais au fond, il y a quand même beaucoup de licenciés de la Fédération française de tir qui sont des gens qui ne font pas un tir pratique et réaliste, applicable dans la rue, dans une situation de défense. Il y en a beaucoup qui font du tir voilà, sur des pas de tir en ligne, avec jamais la notion de personne vivante qui peut passer derrière ou qui ne sont même pas possible d'identifier sur le contrôle visuel. Il n'y a pas la dynamique des ricochets éventuels. Il y a aussi, pour beaucoup, peu d'entraînement à des dégainés ou holster, à des rechargements rapides, à des tirs en déplacement. Alors peut-être que dans le tir sportif, il y a un peu en TSV, PSC, où il y a des gens qui ont des compétences qui, en tout cas, peuvent être vite transposées à des circonstances tactiques, en tout cas plus facilement, mais c'est une minorité de tireurs. Et puis, il y a aussi il y a en effet tous les chasseurs qui ont cette culture de l'arme à feu, mais ils ont cette culture de l'arme à feu dans un contexte également, heureusement, ritualisé, avec des angles de sécurité, avec beaucoup de contraintes et aussi avec des calibres et des munitions différentes et bon, un apprentissage en grande partie aussi sur le tas, puisque les épreuves du permis de chasse, elles sont variables d'un département à l'autre, elles sont plus ou moins simples et en tout cas, il n'y a pas d'entraînement continu au tir réellement derrière. De nouveau, je jette un deuxième pavé dans la mare parce que je pense que ce pas des choses qui sont rassurantes pour les gens anti-armes, les gens anti-chasse, mais
En effet, à nouveau, il y a peu d'accidents, très, très peu d'accidents dans ces conditions. Heu, je pense que dans des situations où, vous devez éviter, les accidents familiaux, donc l'éventualité, pas même un accident volontaire, parce qu'évidemment, il y a la question des suicides qui se posent, hein. On voit que dans les pays où l'arme à feu, elle est plus facilement disponible, il y a certes pas forcément plus de règlements de compte, hein, c'est le cas de la Suisse, mais il y a une proportion, en tout cas, à faciliter le suicide. Est-ce qu'elle augmente? Je ne suis pas certain, je ne connais pas assez les chiffres, en détail pour ça, et en tout cas, il y a un problème d'expertise, réelle en situation où vous êtes face à une foule, pas forcément un versus un, dans une situation où vous êtes, dans un environnement contraint avec des cloisons fines, vous pouvez tirer, et il y a des voisins en haut, en dessous, à côté, je pense que ce sont des choses pour lesquelles ni les tireurs sportifs ni les chasseurs sont réellement préparés, en tout cas une minorité d'entre eux. Pour moi qui pratique du tir tactique et en déplacement, je sais que bon, privilégié pour ça parce que j'ai des accès et je pratique aussi dans toute la France. Mais ce sont je vois peu de gens qui heu, ont ce savoir-faire ou en tout cas qui l'entretiennent, et pour répondre à la question de Paul sur l'engagement citoyen, oui, bah, même sur l'engagement professionnel. En fait, la vérité, c'est qu'il y a quand même aussi pas une majorité de forces de police ou de gendarmerie qui ont ce type d'entraînement, régulièrement, puis qui font de manière, volontaire, ou forcée des stages, dans ces domaines. Je dirais que les seuls avec lesquels j'ai pu recroiser des expériences, similaires, même si eux faisaient aussi des choses que je ne faisais pas parce qu'il y a des missions d'opération et des entraînements qui sont différentes, mais ce sont des gens qui sont dans des régiments de forces spéciales ou d'infanterie de marine ou des gens qui sont vraiment des tireurs ou qui sont eux-mêmes maîtres de tir et qui font ça comme spécialité dans l'armée. Donc on peut dire que, finalement, heureusement qu'il y ait aussi peu de situations, petit peu je minimise les faits, mais heureusement qu'il y a finalement peu de situations où, l'arme à feu doit être, sortie, doit être, utilisée. Alors quand on est dans son rôle dissuasif, moi je pense qu'en effet, il y a un côté très égalitaire, et là je pense qu'à l'ARPAC, vous serez d'accord avec moi, il y a un côté de donner une égalité des chances, à la personne faible, hein, qui d'habitude compte sur la justice, et donc dans la contemporanéité d'une action violente, eh bien évidemment, souvent on ne peut pas compter ni sur la justice, ni sur son bras armé, parce que c'est tout de suite maintenant qu'il faut réagir et qu'on doit avoir la capacité d'être en situation de faire tout de suite, de faire vite, et de sauver sa vie. Et là, c'est là où la personne faible, en tout cas, sans les fantasmes de la self-défense à main nue, et cetera, peut avoir une chance de s'en sortir et d'être dissuasif face à plusieurs personnes, face à quelqu'un également armé. On voit que le courage sort surtout des formes de lames qui sortent des poches, dans des situations de confrontation à la racaille aujourd'hui. Donc voilà. Alors après sur la situation, je fais un peu long, mais on reparlera aussi sur la situation police ou milice, parce que le fait d'avoir des groupes de citoyens engagés qui soient, quand même sous-sélectionnés pour pouvoir avoir le droit d'avoir ce port en sus de leur détention à but sportif, finalement revient quand même à créer un sous-groupe de gens qui sont, amenés à pouvoir, sans être des forces de l'ordre, être capables de répondre, et donc pas de répondre forcément juste pour elles, mais de répondre aussi pour, ceux qui les entourent dans le cas où ils se retrouvent confrontés à une situation d'agression, où, le fait d'utiliser une arme à feu soit une solution. Donc de facto, vous voyez, il y a quand même la formation quelque part d'une forme de milice, et c'est pas milice au sens où c'est connu en France, évidemment de manière très péjorative, puisque ça correspond à une frange, finalement de collaboration avec l'ennemi nazi à ce moment-là. Mais en Suisse, par exemple, milice, c'est l'idée d'un engagement de milice et d'un engagement citoyen. Donc l'armée est une armée de milice faite de miliciens, donc de citoyens qui finalement ont un engagement nécessaire et obligatoire par lequel ils font corps, et ils sont en fait l'armée de leur pays. Moi, j'essaie de vous faire constater plusieurs choses. Déjà, c'est très bien qu'on arrive dans un débat aujourd'hui à pouvoir parler de cette question de la sécurité, de la police, de la milice.
Ce sont des questions qui vont, j'imagine, ressurgir dans le débat présidentiel en 2022. Pour vous rappeler des statistiques, parce que j'aimerais vous faire réagir sur ça, c'est que là, on est en train de parler de solutions sans parler pour autant des constats qui sont aujourd'hui avérés en France. J'ai devant moi les chiffres de l'ARPAC. Bon, c'est pas les chiffres de quotidien d'Yann Barthès, mais je pense qu'ils sont quand même officiels. Il y a aujourd'hui 1300 vols aujourd'hui par jour en France. Il y a 2000 agressions. Il y a 200 viols. Il y a 8 séquestrations et il y a 3 meurtres. Donc effectivement, cette question de la sécurité est légitime aujourd'hui dans le débat politique français. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les solutions qui seraient, et là la question est orientée pour M. Sonneforger, en tant que représentant politique, qu'est-ce que l'État est capable aujourd'hui de pouvoir faire pour endiguer ces phénomènes? Alors juste si je peux prendre rapidement la parole avant de laisser la place à Sonneforger, pour rebondir à la question précédente au niveau de la police et de si l'amélioration de la sécurité ne passerait pas également par le fait de renforcer l'efficacité de nos forces de police. Pour moi, évidemment, la police et les forces de l'ordre, de manière générale, jouent un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité. Ça, je ne le nierai pas. Cependant, il y a aussi, peu importe à quel point nous aurons des forces de police efficaces, il est absolument impossible que les forces de police puissent protéger individuellement chaque citoyen. Donc il y aura toujours un besoin du citoyen à pouvoir se défendre tant qu'il y aura de la criminalité violente de manière générale. Maintenant, comme il y a eu la question du suicide qui a été invoquée, pour moi il s'agit plus une question de détention, un problème de détention d'armes plutôt que de port d'armes en soi. Et de plus, on a pu le voir dans certains pays, comme par exemple en Australie, après leur programme de rachat des armes, leur taux de suicide de manière générale n'a pas baissé, bien que les suicides par arme à feu ont considérablement chuté. Il y a eu un phénomène de remplacement de la méthode et la pendaison est devenue la méthode de choix principale pour les suicides, et le taux global n'a absolument pas changé. Donc on ne peut pas vraiment affirmer que retirer l'accès ou limiter l'accès aux armes affectera le taux de suicide de manière générale. Pour ce qui est de l'effet dissuasif du port d'armes, là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Joachim Sonneforger. L'effet dissuasif est ce qu'il y a de plus important dans le port d'armes tel que nous le proposons. Car c'est cet effet dissuasif qui permettrait de faire peur aux criminels, de créer un sentiment de paranoïa un peu chez le délinquant, et qui ne serait donc pas, si ça ou ses victimes sont potentiellement armées et donc capables de répondre. Et nous sommes persuadés que cet effet dissuasif permettrait une diminution de la criminalité violente. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais peut-être laisser parler Joachim sur la question qui a été posée et qui est peut-être plus à même de répondre. Oui, Corentin, il ne faut pas se méprendre, hein, je fais volontairement je me mets volontairement en opposition sur les points où j'ai des réticences, parce que justement j'avais besoin d'entendre. Il y a eu parfois quelques échanges sur les réseaux sociaux ou en recevant justement les cartes de l'ARPAC de plusieurs d'entre vous. Donc moi j'ai un peu la tendance du doute systématique, y compris quand c'est un domaine où je suis plutôt favorable d'emblée. Et celui-ci, vous pourrez comprendre que je serais plutôt l'un des premiers ce droit a été ouvert, à le demander pour moi-même. Donc, mais volontairement, je cherche à chercher l'argument contradictoire, parce que c'est encore des arguments contradictoires assez légers par rapport à ce que les gens qui seraient vent debout contre voudraient exposer, et ça me permet moi-même de comprendre votre cheminement philosophique là, sur vos propositions, pourquoi vous y tenez, et puis pourquoi
elles sont aussi marquées. Je Donc, comprends votre approche, je vous le reproche pas d'ailleurs, mais c'est intéressant d'en discuter tout de même. ah non, c'est très intéressant d'en discuter, mais le but, c'était vraiment de moi de pouvoir aussi avoir votre argumentaire et de prendre le point sur certaines choses. Genre, je prends le point vraiment sur les suicides, c'est intéressant. En effet, mais c'est un argument qui va être forcément utilisé contre l'ouverture de ce type de droit, puisque quand on voit malheureusement un policier ou un gendarme se suicider, souvent avec son arme de service, parce que c'est en effet la solution de facilité s'offre à lui ou à elle. Il faudra juste me rappeler sur la question qui était posée par Thomas ou par Paul, je ne sais pas. Il faudra peut-être juste me redire rapidement, parce que du coup, j'ai perdu le fil. Alors moi, c'est Paul, oui, tout à fait. Quelle question? Je sais pas, tu m'as posé une question, je pense, sur laquelle tu voulais que je réagisse précisément avant que... Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Non, la question que je posais, c'était avant d'en arriver à des solutions comme des groupes d'autodéfense citoyens, est-ce que la véritable question, ce serait pas justement de renforcer les compétences et les moyens effectifs de la police? Ok, bah alors dans ce cas-là, si on en revient sur la police, moi je veux bien, mais on va dire on va pas mettre un policier derrière chaque citoyen pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, clairement, il y a des endroits en France où vous ne pouvez pas être en sécurité, faire 2 mètres, ou quand encore j'ai la chance entre guillemets de ne pas être une jolie femme dans certains quartiers où il est juste impossible de circuler sans prendre des remarques désobligeantes qui peuvent aller jusqu'à l'agression pure et simple. Et en tout cas, sur mon expérience à moi, je l'ai déjà dit, hein, j'ai été très étonné d'entendre le président de la République dire que le racisme, ça se passait d'un côté entre les Noirs et les Arabes, et puis de l'autre côté, et avec les Blancs de l'autre côté. Parce que moi, je ne suis pas sans savoir que, pourtant, n'ayant pas la peau blanche, voilà, je peux être victime de racisme par des gens qui n'ont eux-mêmes pas la peau blanche et qui, surprise, ne sont pas asiatiques. Donc, et à nouveau, il ne faut pas faire de raccourci hâtifs. Évidemment, tous les Arabes ne sont pas racistes, ou les Noirs ne sont pas racistes, ou les Asiatiques ne sont pas racistes, ou les Blancs ne sont pas racistes. Mais il y a du racisme partout et toujours. Sinon, il n'y aurait pas je sais pas, il n'y aurait pas des gens d'Afrique noire qui seraient réduits en esclavage en Libye. Il n'y aurait pas des Pakistanais qui détestent les Indiens, et les Indiens qui détestent les Pakistanais, des Serbes qui n'aiment pas des Albanais, des Albanais qui n'aiment pas des Serbes, des Houthis qui n'aiment pas les autres d'en face. Vous voyez, je veux dire, là, il y a le racisme et les guerres ethniques, ça se passe aussi entre Noirs et Arabes, entre Arabes et Noirs, entre Esquimaux et Spartiens, entre ce que vous voulez, mais c'est pas l'histoire des Blancs contre les autres. Et vraisemblablement, aujourd'hui, quand même, le racisme il est très très fort en France et il amène souvent à des situations d'agression physique. Là, je ne parle qu'un des facteurs d'agression aujourd'hui. La rue, comme ça, tous les jours. Donc, en effet, je ne vais pas parler de toutes les autres causes diverses et variées. Et alors, oui, on peut aller chercher des raisons sur le mal-être des gens, sur leur niveau socio-éducatif, socio-économique. Mais ça, c'est aller chercher à la base pour faire des changements sur des années, des dizaines d'années. Dans l'immédiat, la question dont on parle ce soir, c'est la question d'une immédiateté. Et l'immédiateté, c'est celle du temps, de la légitime défense ou d'être en situation de prévenir un acte agressif et violent sur un tiers. Ça se passe dans un temps où, en fait, techniquement, si le groupe de force de l'ordre militaire n'est pas présent au moment T, ce que vous voulez faire, je veux dire, donc il faut que la personne soit en situation de se défendre. C'est très, et bon, je ne veux pas faire tout l'historique du désarmement de la population, mais je me souviens d'un exemple frappant qui est celui de la création du karaté sur l'île d'Okinawa, dans l'archipel des Ryukyu, et c'est un archipel qui n'était pas japonais à ce moment-là et qui finalement, au moment de l'invasion des Japonais, elle se retrouve. La première chose qu'on fait, c'est qu'on édicte une interdiction des armes à feu et des armes en général, à tel point. Enfin, surtout des armes à l'époque, pardon. C'est surtout des armes blanches qu'on interdit à l'époque, et pour qu'elle reste la chasse gardée des soldats samouraïs du Japon, et la seule chose qui est autorisée, c'est un couteau qui est attaché sur la plage du village. C'est à ce moment-là qu'il crée un art de défense à main nue, probablement inspiré de choses qui sont déjà là localement ou qui viennent de Chine à ce moment-là, du sud-est de la Chine, et également où développe ce qu'on appelle le kobudo, qui sont ces armes
faite en fait d'instruments de la vie quotidienne qui finalement peuvent rester en détention parce que ils sont des objets de la vie quotidienne. Donc il y a les fossiles gamma pour tuer dans les champs, il y a une rame là, une rame de bateau, c'est vraiment une rame. Le bâton, parce qu'un bâton c'est partout. On va à interdire les bâtons quoi. Et il y a le tonfa, et c'est là qu'est créé le tonfa, la matraque avec la poignée latérale, ça s'est créé à ce moment-là. C'est créé à Okinawa, même de manière contemporaine au karaté, parce qu'à la base c'est la poignée de la meule de riz en fait. C'est intéressant quand même. Et c'est comme ça qu'on finalement, après c'est parti dans les polices américaines dans les années 80. Et en fait, tout ça vient de là, vient d'une édiction d'interdiction des armes, où dans ce cas-là, le citoyen invente une façon de se protéger contre l'envahisseur, et l'envahisseur qui est à l'intérieur, quoi, qui est au milieu du pays à ce moment-là. Donc c'est vieux comme le monde de vouloir de se réarmer quand on nous interdit d'être désarmés. Donc je ne dis pas que l'ARPAC, elle a la même vertu que ceux qui ont créé la résistance à l'envahisseur, mais je suis pas loin de le penser, que c'est une façon moderne en tout cas de le voir. Et bon, voilà, ça reste que c'est vraiment vieux comme le monde d'interdire aux citoyens d'avoir un accès à l'armement. Et donc, dans ce cas-là, il y a des outils de sorte d'autodéfense citoyenne. Je digresse un peu, mais en gros, c'est de faire la politique, même si c'est très désagréable, il y a beaucoup de gens médiocres. Des fois, il faut aller dans la bête, quoi. Il faut aller dans la bête pour pouvoir se défendre contre les gens qui veulent décider à votre place. Si vous délaissez ça, d'autres vont le faire à votre place. Et ce sont souvent des ratés parce qu'ils ont trouvé que cette façon de s'exprimer et d'exister. Donc, ça, j'invite par cette digression tous ceux qui nous entendent à être des acteurs aussi de la vie politique. Parce que même si c'est chiant, même s'il y a beaucoup d'imbéciles, il faut tenir le choc. Parce que je pense que sinon, on va vous faire avaler des œuvres toute votre vie, quoi. Et puis vous pourrez toujours rouspéter, ce sera trop tard. Donc, ma sortie de cette digression, voilà, je pense qu'on ne peut pas mettre un policier en conclusion derrière chaque personne et que toute personne doit être prête à répondre à une agression. C'est pour ça que j'irai plus loin, peut-être, et ça mettra du temps même d'obtenir les revendications qui sont celles de l'ARPAC ou en partie les nôtres aujourd'hui. Donc, en attendant, je dirais il y a quand même un état d'esprit à développer qui est celui de savoir se défendre, de briser des mythes, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui sont faites pour la santé ou qui sont très télégéniques. Il faut trouver son équilibre, hein. Trouver quelque chose qui est bon pour soi et qui est bon pour se défendre pratiquement le moment venu. C'est pour ça que il en faut pour tous les goûts. Que souvent ça se passe contre plusieurs agresseurs, souvent ça se passe de telle sorte qu'il faut être aussi mentalement armé pour être capable de désamorcer une agression de manière habile. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des outils cognitifs, stratégiques, psychologiques pour être capable de désamorcer une agression. Et je vous invite, pour ceux qui s'intéressent à ça, à regarder ce que font les négociateurs, pas seulement ceux du RAID ou du GIGN, et aussi les gens qui ont l'habitude de négocier dans une affaire, d'être là comme intermédiaire pour apaiser des situations conflictuelles, ce qu'on appelle les ombudsman en bon allemand, en suisse allemand. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a plusieurs étages à cette fusée. L'arme à feu, elle est intéressante, mais moi j'invite, je fais exprès d'être l'avocat du diable, j'invite à ne pas la considérer comme un mythe. On la considère toujours comme un mythe, souvent quand on est peu connaisseur des armes ou qu'on fantasme un peu sur elles. Quand on les a banalisées, l'enjeu c'est plutôt de faire attention à sa sécurité, pas trop les banaliser, en ayant de malencontreux, mais on banalise quand même plus comme un objet de la vie quotidienne, et il y a tout ce qui va avec qui commence à compter, on commence à se poser les questions, et j'invite tout le monde à se poser les questions que l'objet, c'est pas un totem qui d'un seul coup vous rend tout puissant, c'est une responsabilité, il y a du danger, et en attendant de pouvoir obtenir gain de cause, peut-être, je l'espère, un jour sur ces revendications, il faut vous armer mentalement et physiquement à être prêt à ça. Donc c'est toute une attitude. Donc pour ceux que ça intéresse, je pense que ça fait partie d'une démarche personnelle entière et complète où il faut savoir se défendre dans la vie avec des outils qui nous sont offerts
et physiquement, en se connaissant, en étant capable de réagir. Ça se passe à main nue, ça se passe éventuellement avec des armes blanches, ça se passe avec, des choses qui sont autour de soi au moment où on en a besoin et ça se passe avec son mental, avec son cœur, avec son engagement et son courage. Ça, aucune arme à feu vous le donnera. Oui, du coup, Marius. si je peux rebondir là-dessus, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point d'être armé à la fois mentalement et physiquement, et surtout au niveau du mental. Et il y a, je pense, quelque chose en France qu'on a un petit peu perdu, ou en tout cas qu'on gagnerait à mettre en valeur, c'est un petit peu ce que j'appellerais l'esprit de résilience. C'est quelque chose qu'on peut voir par exemple en Israël, où environ 30%, pas loin de 30% des attaques terroristes ont pu être stoppées par des citoyens, et pas nécessairement des citoyens armés d'armes à feu, mais qui ont pu réagir en prenant ce qui leur tombait sous la main, que ce soit une chaise ou que ce soit d'autres, et qui ont pu opposer une résistance leur agresseur et arriver à mettre fin à l'attaque. Et donc je pense que c'est quelque chose de très important lorsque l'on doit se préparer à une agression, à une confrontation, c'est cet esprit de résilience. Maintenant, notre argument pour le port d'armes, justement, c'est que l'arme à feu représente le moyen le plus efficace de se défendre. Mais il est vrai qu'il est important de réfléchir sur ces autres méthodes et de chercher ce qui nous conviendrait le mieux avant même de penser à vouloir se servir d'une arme à feu, de savoir apprécier ce genre de situation et de se poser la question de ce qu'on pourrait faire si cela nous arrive et de comment gérer la situation. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on pourrait enseigner dans des formations, nous à l'ARPAC. Ça rentrerait tout à fait dans cette logique d'enseigner à se défendre, que ce soit dans le cadre légal ou justement de se préparer psychologiquement à la confrontation. Donc c'est effectivement un point très important dans la démarche d'assurer sa propre sécurité. La question que j'ai envie de vous poser, messieurs, je la pose naïvement, est-ce que au lieu de vouloir armer une population qui aujourd'hui, comme vous le dites, très, très perspicacement, est assez désarmée au niveau plutôt de l'esprit, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt désarmer ceux qui ont les armes aujourd'hui? Je parle notamment, sans vouloir diviser le public ce soir, mais les communautarismes, ou comme le disait Emmanuel Macron avec un euphémisme ronflant, le séparatisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui voir de plus près ceux qui ont ces armes-là, essayer de trouver des moyens de désarmer ces gens-là au lieu d'armer 66 millions de personnes en France aujourd'hui? Alors si je peux répondre en premier, oui, effectivement, c'est une démarche que l'on peut adopter, que l'on devrait adopter, évidemment. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas non plus simple à faire. Vouloir priver et gangréner, on va dire, le marché illégal d'armes à feu, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande voilà, une présence policière, une organisation très particulière. Et ça demande aussi un effort de la part de nos confrères européens, parce que la plupart des armes qui viennent aujourd'hui illégalement en France sont des armes qui viennent de pays des Balkans, d'anciennement de l'ex-Yougoslavie, des pays de l'Est principalement. Et c'est pas un travail
que uniquement à l'échelle de la France, on est capable de réaliser, à mon avis. Maintenant, pour ce qui est du désarmement idéologique, c'est aussi quelque chose de très difficile à réaliser. Il faut, on va dire, une lutte de l'ensemble de la population contre ces idéologies qui sont mortifères et qui nous menacent actuellement. Et on a encore beaucoup de chemin à faire aussi à ce niveau-là. C'est pas une question qui est si simple, malheureusement. Oui, et puis moi, je faut quand même dire que là, on est en train de dire des choses plutôt raisonnables en faveur du droit aux citoyens d'être armés. Je pense que ça contraste largement avec le discours qui pourrait nous affubler de porter, comme des excités, des fous de la gâchette. Et quand on regarde en face l'argument des anti-armes, il est franchement souvent beaucoup plus hystérisé que celui qu'on porte aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire une discussion tout à fait calme, honnête et sincère, qui se pose des questions sur la nature de l'homme, sa capacité à se défendre, son droit à se défendre. Et puis voilà, les mêmes. C'est rigolo parce que les mêmes personnes de gauche qui encensent la Révolution, finalement, elles oublient que la Révolution française, finalement, a donné des acquis justement dans la détention des armes, et notamment, par exemple, sur le droit à la chasse, qui est le droit d'assurer sa propre subsistance. Et finalement, quand on est dans une situation anti-chasse, anti-détention d'armes, et quand bien même on le fait dans un but sportif, heureusement qu'on peut encore porter ce but sportif. Alors certains vont justifier mieux que d'autres. On va dire, il y a des gens qui font vraiment des compétitions régulièrement, il y en a qui s'entraînent moins. C'est un problème, je dirais, ce que je suppose que je mets en évidence, mais quand même, on sent quand même que quand on est dans un pays qui vous pousse à être désarmé, finalement, vous assurez plus votre défense, c'est-à-dire même au tribunal. Je veux dire, on vous commet quelqu'un d'office, vous prenez des avocats qui vont vous bouffer du temps de vie sur des années. Si ça, c'est pas de l'agression, je sais pas, je m'y connais pas, mais il y a des tas de formes d'agression qu'on laisse survenir dans notre vie de tous les jours sans s'en rendre compte. Et à côté de ça, on vous interdit progressivement la chasse, le tir, donc la détention d'armes. En fait, c'est le propre des États totalitaires. C'est ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure. Quand je vous parle d'un État qui, généralement, avait l'habitude d'interdire les armes quand il envahissait quelque part, et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des spécialistes de ça, et ils peuvent reconnaître d'autres exemples, comme l'histoire d'Okinawa et de karaté. Mais tout ressemble à finalement une forme de totalitarisme qui ne dit pas son nom. Et si vous regardez, qui a le droit d'être armé dans cet État totalitaire? Ce sont des gens qui refusent d'obéir à la loi et qui s'assiedent dessus, parce que pour eux, le fait d'avoir un casier, c'est rien. Ils font un petit détour par la cage garde à vue, prison éventuellement, puis qu'importe. Alors, il y a deux catégories. Il y a la racaille de banlieue, et celle qui dérive parfois sur le terrorisme islamiste, en partie en plus, qui est en tout cas plus vulnérable, ou pour des raisons ethniques ou ethnico-religieuses, ou parfois pour avec un mélange, en tout cas avec des raisons économiques, socio-économiques, que sais-je. Ça, ils sont multiples, en tout cas la vérité, elle est présente. Où il y a ça, où il y a le bourgeois, le jeune bourgeois devenu Black Bloc, devenu prétendument Antifa, qui se fiche des conséquences, parce que s'il a un casier, il n'y aura papa-maman pour payer, ou pour redonner du job, ou pour donner une suite à la... Donc aujourd'hui, qui a le droit d'être armé? Les terroristes, les grands délinquants et les Black Blocs, parce que finalement, prenez pas, je veux dire, ils sont armés. Quand vous avez des objets de fortune contondants pour taper du flic, quand vous avez été en Belgique ou en Suisse pour acheter des feux d'artifice géants qui ressemblent à s'y tromper à des lance-grenades, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes quoi sinon armé? Alors oui, vous n'avez pas un casque balistique qui ressemble à un casque militaire, mais vous avez un bon casque de skateboard, et puis vous avez toute une sociologie de gens qui font semblant d'être ou des journalistes indépendants ou des soignants, les fameux médics. Puis vous avez cette histoire
cette foire à Guignol où vous avez des gens qui ont le droit d'être armés aujourd'hui et qui se moquent des conséquences. En tout cas, et le citoyen honnête, d'autant plus souvent, paradoxalement, celui qui détient des armes à feu de manière légale, va jamais prendre le risque, ou très 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 rarement prendre le risque de se retrouver dans une situation comme ça, parce que, souvent il croit à la loi, donc il sait qu'il y a des conséquences, sinon cette personne n'aurait pas fait toutes ces démarches pour obtenir le droit ou de chasser ou d'être détenteur d'armes. Puis surtout, il tient à les garder, parce que ça fait partie de sa vie. Quand vous êtes chasseur, vous êtes passionné de chasse, vous aimez y aller, vous n'avez pas envie de vous faire retirer votre permis parce que voilà, pour la première guignollerie que vous allez faire. Et réciproquement, vous avez des. Mais il y a même des lois en Suisse, par exemple, je suis à Genève maintenant, il y a des lois en Suisse où par exemple, vous avez des. Je ne sais pas si vous avez fait des infractions de la route un peu conséquentes, vous pouvez voir retirer vos armes, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a des conséquences, et ces conséquences, elles ne sont que pour les gens qui respectent la loi. Ceux-là ne sont pas ceux qui achètent au marché noir. Il y a une forme d'impunité pour des gens qui ont des armes illégalement, et ce sont souvent ceux-là même qui aimeraient que les gens qui affichent officiellement la volonté d'être armés et le droit d'être armés puissent se voir retirer le droit à l'être. Posons-nous des questions. Alors oui, en effet, je trouve intéressant d'ailleurs votre commentaire sur le fait que les détenteurs légaux d'armes vont plus souvent sont plus respectueux de la loi que la moyenne, justement parce qu'ils ils croient en la loi et ils veulent pas perdre justement leurs armes et leur droit d'accès aux armes. Et c'est tout à fait vrai. Les détenteurs d'armes sont des gens qui sont généralement extrêmement responsables et respectueux de la loi. On ne le voit pas uniquement qu'en France, mais aussi un petit peu partout. Et évidemment, ceux qui sont armés illégalement, eux n'en ont absolument rien à faire de la loi. Et j'ai envie de dire, loi ou pas, eux, ils resteront de toute façon armés. Et il n'y a finalement que les citoyens honnêtes qui vont souffrir de ces lois. Et c'est extrêmement dommage. Et je pense que c'est des choses que soit le parti anti-armes ne comprend pas et pense que la loi va nécessairement désarmer le criminel, ou alors ils sont tout simplement fondamentalement contre les armes à feu en général et sont contre le fait que même des personnes honnêtes et respectueuses de la loi puissent détenir ces outils, quelle qu'en soit la raison. Et c'est aussi en partie, je pense, la raison du mouvement anti-chasse qu'on peut voir en France. Il y a aussi une raison de défense des animaux derrière, mais c'est aussi la chasse, c'est très important justement, comme vous disiez, pour garantir le droit à subsister à ses propres besoins. Et les gens ne le comprennent plus à l'heure actuelle, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a un danger de dérive autoritaire vis-à-vis de la détention d'armes à feu. Et on voit même ça au niveau européen maintenant. Ça fait déjà plusieurs années que l'Europe essaye d'homogénéiser les lois concernant la détention d'armes en Europe. Et ces lois sont généralement pas favorables aux détenteurs légaux, malheureusement. Oui, alors ça c'est vrai parce qu'on le vit en Suisse, hein, la loi était beaucoup entre guillemets laxiste, plus permissive avant. On obtenait un permis d'achat d'armes très, très facilement. Enfin, certains temps, il n'était même pas nécessaire. Depuis l'année dernière, les lois sous pression européenne ont été encore renforcées avec la limitation des chargeurs de plus petits coups pour les armes semi-automatiques, avec la nécessité de demander des autorisations particulières. Donc ça, c'est en tout cas que des choses un peu dissuasives, même un temps qui n'est vraiment pas éloigné, hein. Il y a moins de 20 ans, ou en tout cas, je crois que c'était en 2008, où finalement même le permis de port n'était pas tout à fait nécessaire, ou en tout cas il y avait un port toléré ou qui était tolérable. Et un transport très régulier, justement des militaires quand ils rentraient à domicile, ou des gens qui allaient au stand de tir, d'armes
dissimulés dans des housses avec aucune peur générale à la population. Enfin, tout ça, c'était avant le terrorisme, en fait. Hein. Donc, c'est triste, mais le terrorisme était là aussi comme un. Finalement, si vous regardez, ça arrive quand même moins souvent qu'un accident de la route, mais était, malgré sa rareté, de par sa violence, a été un argument massue pour continuer, paradoxalement, d'aider le discours des anti-armes, alors que finalement, la logique eût voulu qu'au contraire, il ait plus que jamais besoin de d'être en capacité de se défendre. Mais donc réfléchissez bien à ce qu'on vous met dans la tête quand même. On vous rentre quand même du yaourt sur des choses, qui font pas de sens. Et ces lois européennes, en effet, elles ont harmonisé dans un sens qui fait beaucoup de mal à la liberté, d'être simplement détenteur. Tous les obstacles sont mis en place pour que être détenteur devienne extrêmement compliqué. Et il y a quelques exceptions, hein, je veux dire, il y a l'exception de la République tchèque où, alors c'est pas vrai pour tous les détenteurs, d'armes, sportives, mais vous pouvez choisir une option où en étant détenteur, vous obtenez aussi de facto le droit de port en même temps d'une arme catégorie B, enfin l'équivalent de catégorie B chez nous. Et je pense pas que la qu'il y ait des dérives particulières qui aient été mises en évidence en République tchèque depuis l'avènement de cette loi. Peut-être que Corentin en sait plus que moi là, sur le sujet. Moi, je l'avais su de tireurs tchèques une fois où j'étais à un salon de l'armement là-bas. On m'avait expliqué ça. Donc, j'ai trouvé intéressant parce que c'est à nos portes. Hein, et il n'y a pas un mode de vie très, très différent du nôtre. Et en tout cas, il y a des choses beaucoup plus permissives qui ont été mises en place sans qu'on puisse accuser les gens d'être tous de dangereux miliciens néo-nazis, quoi. Alors oui, effectivement, l'exemple de la République tchèque est très intéressant, parce qu'ils ont établi en 1995 donc un permis de port d'armes plus accessible. Ils en avaient déjà un avant, mais ils ont un peu plus libéralisé l'accès à ce port d'armes. Il y a un peu plus de 200 000 détenteurs de port d'armes au titre de la défense personnelle actuellement en République tchèque, ce qui correspond à peu près à 2,1% de la population. Et depuis 1995, leur taux d'homicide n'a cessé de chuter. Aujourd'hui, il est de 0,6 pour 100 000 habitants. Ce qui reste inférieur au taux d'homicide en France, et la République tchèque est d'ailleurs un des 10 pays les plus sécurisés au monde, enfin les plus sûrs au monde à l'heure actuelle. À l'échelle européenne, on a aussi l'exemple de l'Italie qui a l'année dernière assoupli un petit peu ses lois en matière de légitime défense, et notamment au niveau de la sanctuarisation du domicile. Ils ont permis justement de pouvoir se défendre plus facilement chez soi, et l'utilisation d'armes à feu dans le cadre de la légitime défense est devenue aussi plus permissive, et c'est une mesure qui a été très très bien accueillie là-bas. Donc on peut voir qu'en Europe, il y a aussi des mesures qui sont prises pour favoriser la légitime défense par les citoyens. Et ça, ce sont des bonnes choses pour nous. Et c'est quelque chose qui peut justifier la prise de mesures similaires ici en France. Oui, alors sur la doctrine du château, moi, c'est vrai que l'on a essayé j'avais fait une tentative, en tout cas théorique, d'introduire des choses dans une proposition de loi sur la légitime défense. Bon, de toute façon, vous savez que j'explique à tous le processus législatif. Hein, vous faites des propositions, vous avez très peu de chances de les voir être prises, à moins que ce soit quelque chose qui émane profondément d'une volonté de l'exécutif, et en tout cas de la majorité parlementaire à ce moment-là. Et ça, c'est clairement quelque chose qui, dans beaucoup d'esprits, est resté comme une position de loi connotée beaucoup trop à droite, combien même je pense qu'elle est
n'était pas démesurée puisqu'elle reprenait des éléments en partie existants en Suisse. Et il y a cette question de la doctrine du château. Je pense que bon, elle a un côté inviolable du domicile de quelqu'un qui n'y a pas été invité. Quelque chose qui est vraiment intéressant. Il y a des choses aberrantes, hein, dans la française, où selon qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, vous ne pouvez pas vous défendre. Enfin, en tout cas, être de manière égale considéré en situation de légitime défense. Il faudra que vous puissiez, le moment venu, être en capacité de prouver que c'était pas prémédité. Donc, si vous voulez, même si vous avez prévu votre coup avec des balles en caoutchouc au départ, pour les premiers coups de semonce, et pour ne pas être létal d'emblée, et puis derrière il y a des cartouches plus létales, ben, on va vous accuser d'avoir prévu le coup, d'avoir anticipé que vous alliez tirer sur quelqu'un. Et donc, vous serez potentiellement plus condamnable pour avoir été prévoyant et graduel. Donc, il y a des tas de choses comme ça très, très incohérentes, et il faudra prouver que vous avez éventuellement justement donné des avertissements avant de tirer sur la personne. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut tirer dans le plafond après tout le bazar, mais il y a des exemples dans la jurisprudence qui sont assez particuliers quand même, quand on la regarde de près, hein. Je ne suis pas sûr que la jurisprudence soit beaucoup mieux en Suisse du reste. Et par ailleurs, il y a des choses bon, que je trouve quand même plus intéressantes, en tout cas théoriquement, dans la loi suisse et la loi française, qui sont sur la prise en charge, la prise en compte, pardon, de réactions physiologiques, c'est-à-dire que la loi suisse prend en compte cet état dit de sidération, en tout cas de fait que dans un moment d'agression pour votre vie, je veux dire, il y a l'adrénaline, il y a des choses physiologiques qui se mettent en place où, excusez-moi du terme, vous allez vous mettre un peu en mode reptilien, c'est-à-dire que pas au sens des trucs conspirationnistes là, mais au sens de vous allez être dans une situation où vous n'avez pas beaucoup de choix à part vous battre, être comment, sidéré, d'un seul coup en rigidité totale, déconnecté, ou tomber dans les pommes, ou vous enfuir. Donc c'est des réflexes un peu basiques qu'ont tous les animaux dans des situations d'agression. Et vous allez vous trouver dans cette situation-là, en tout cas. Donc, on dit bêtement perdre ses moyens, c'est pas forcément perdre ses moyens, c'est dans une de ces situations très animales, et votre rationalité, elle va être mise à l'épreuve. Donc, quand il faut penser à la proportionnalité de la réponse, au fait qu'elle soit dans le même temps, etc. Alors, dans le même temps, on peut comprendre qu'on veuille qu'on puisse pas défendre le meurtre prémédité, mais dans le fait qu'elle soit proportionnée est fondamentalement contradictoire avec l'idée d'une situation de légitime défense. Une situation de légitime défense, c'est une situation de survie reptilienne, à nouveau, comme je dis, une situation de proportionnalité, c'est une situation que j'appelle mammifère, du rituel, du combat rituel, vous voyez bien, entre deux animaux qui vont s'affronter, ou pour une femelle, ou pour un territoire, et vous êtes dans une situation un peu c'est la même situation qu'un combat de boxe entre gentlemen. Vous êtes avec des armes émoussées, avec des gants de boxe pour que ça fasse moins mal, avec pas, c'est un duel au premier sang, c'est un duel à la touche. Et ça, cette proportionnalité des échanges, elle n'est pertinente que dans un affrontement rituel et pas dans un affrontement à vie. Et quand vous défendez votre vie ou celle de vos proches, quand votre domicile est cambriolé, en tout cas quand des individus se produisent pour vous faire du mal, ou en tout cas probablement il n'y a pas d'autre explication, c'est pas une situation rituelle de savoir qui est le plus fort et qui va bomber le torse et faire King Kong, quoi. Donc, la loi, en fait, fait fi de la physiologie, fait fi de notre évolution, fait fi de notre nature humaine, et donc profondément injuste, puisqu'elle impose d'emblée d'être dans un état dans lequel il ne faut pas être au moment d'une agression. C'est ça que j'avais essayé de rétablir. Vous voyez, on avait déjà été chercher loin, hein, ça colle avec les idées que je vous ai des fois exposées, de goût pour la liberté, la définition du libéralisme, et du goût pour le conservatisme. Et ce que j'appelle par conservatisme, c'est comprendre la nature humaine, ce dont elle est faite, et comment elle doit être appréciée en fonction de la situation. Là, c'était une situation pour la survie, elle doit être appréciée comme ça. Et la loi l'apprécie d'une façon rituelle, ritualisée, et donc inadaptée à la situation. Donc, ça pose question. Je pense que les gens qui ont fait la loi à ce moment-là, et cette loi est un peu reprise dans beaucoup, beaucoup de lois du monde occidental sur la proportionnalité de la réponse, hein, dans la légitime défense. C'est quelque chose qui est
tout à fait inconsidéré par rapport à une situation de survie, qui ne tient ni en compte la proportionnalité, puisque vous devez arrêter l'agression, euh, et qui ne prend pas en compte aussi l'idée d'un combat contre plusieurs adversaires, et ce qui est très souvent la règle dans une situation où vous devez être amené à utiliser une arme à feu, et qui est dans ce cas-là une situation en fait, salvatrice pour vous, le fait d'avoir l'outil à disposition. Alors oui, en effet, si je peux réagir justement sur ce que vous disiez à propos de l'approche rituelle, si je puis dire, de certains affrontements un peu qui sont considérés comme des combats de gentleman, comme vous disiez. C'est vrai que dans ce genre de confrontation, il y a un peu une sorte d'accord, je dirais, qu'il soit explicite ou implicite entre les deux participants. Et c'est quelque chose que dans la vraie vie, dans le cadre d'une agression réelle, c'est pas quelque chose que l'on retrouve généralement, c'est quelque chose qui tombe d'un seul coup, de manière très soudaine, et sans que la victime n'y soit préparée. Et il n'y a aucun accord de la victime à rentrer dans une confrontation à cet instant-là. Et c'est aussi justement quelque chose qui doit être pris en compte, comme vous le disiez, dans la loi, le fait que ça cause un état de sidération qui peut engendrer une réaction que l'on considérait comme disproportionnée dans des conditions normales. Et cette menace soudaine pour sa vie et son intégrité physique peut, dans certains cas, engendrer ce genre de réaction de la part de la victime. Et c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est vrai que, comme vous disiez, la loi en France, à ce niveau-là, est très mal conçue. Et il en va de même pour la jurisprudence qui est absolument désastreuse, à mon avis, au niveau de la légitime défense et même parfois des peines qui sont prononcées. Parfois, j'ai l'impression plus pour le côté symbolique, pour derrière décourager l'usage de la force en cadre de la légitime défense. Et donc de décourager cet acte de défense de la part de la victime. Ce que je trouve totalement aberrant et déraisonnable, parce que pour moi, on a absolument tous les bénéfices à encourager à ce que la victime puisse se défendre. Ça fait partie pour moi d'un effet de dissuasion qui, si la majeure partie de la population réplique en cas d'une agression, ça va décourager les potentiels agresseurs à passer à l'acte. C'est en tout cas mon point de vue sur la question. Non, mais voilà, je suis parfaitement d'accord. Peut-être, là, je vois qu'il y a excuse-moi, Paul, je comprends un peu mange sur ton rôle. Je vois que un peu moins de monde. Peut-être je vais peut-être prendre les questions, peut-être déjà. Paul, Alors pour les questions, ça va venir après. On avait prévu de le faire dans les 20 dernières minutes, donc dans un petit quart d'heure. Mais effectivement, il y a des questions qu'on a sélectionnées. J'ai peur qu'on soit un peu, peut-être moins, sauf si tu as encore des questions importantes que tu voulais. Non, mais moi j'avais fait le tour. Je pense que c'était assez intéressant. Après, on peut peut-être écourter si vous voulez. On peut passer directement aux questions du public. J'en ai quelques-unes à vous poser si vous voulez. À la rigueur, si je peux peut-être rapidement ajouter un petit point, bien sûr. Pour revenir un peu sur le terme, enfin l'origine du débat concernant la police et l'intervention du citoyen armé pour sa défense. Il va sans dire que pour nous, un citoyen armé l'est pour sa défense et uniquement pour sa défense, et éventuellement la défense des individus qui se trouvent directement autour de lui, mais en aucun cas le permis de port d'armes serait
serait là pour justifier un acte offensif de la part d'un citoyen armé. Cela resterait, cela resterait une fonction de la police de pouvoir utiliser son arme offensivement pour pouvoir neutraliser ou interpeller un criminel ou un groupe d'individus dangereux. Voilà, je pense que c'était important tout de même de le préciser, que la police et les forces de l'ordre, de manière générale, doivent conserver cet attribut de pouvoir utiliser leur arme offensivement. Je suis évidemment d'accord là, sur ce point également. Le but, c'est pas de créer justement si, entre guillemets, milice au sens positif du terme, il y a, c'est une force de dissuasion qui reste passive, entre guillemets, endormie quand les choses vont bien et qui n'a pas lieu d'être. Enfin, on n'est pas en train de créer des Avengers, quoi. On est bien d'accord. Après, les Avengers, c'est sympa. Hein. Je pense que ça c'est populaire. On va passer aux questions du public, si vous le voulez bien. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Par quoi je peux commencer? On a eu pas mal de réactions hein, sur le débat. Donc il y avait par exemple la question des ventes libres aux plus de 18 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Question des ventes libres des armes hein, aux plus de 18 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Alors des armes en général, je pense pas, enfin pas une vente totalement libre. Il est déjà évident pour moi qu'il y a un seuil de contrôle minimal à avoir. Il est éminemment désirable de ne pas mettre des armes dans les mains d'individus que l'on sait qu'ils sont potentiellement dangereux. Par exemple, des individus qui ont déjà montré voilà, qui ont déjà un passé criminel et qui ont démontré qu'ils étaient dangereux pour la société, ou idem des personnes qui souffrent de maladies mentales ou voilà, de déficiences mentales qui démontrent qu'ils posent un potentiel danger pour eux-mêmes ou autrui. Donc il y a tout de même un contrôle minimum à réaliser pour l'acquisition des armes, ou en tout cas un minimum de certaines armes. Maintenant, est-ce que les lois actuelles sont un peu trop strictes? Je pense qu'il y a certains points sur lesquels on a des efforts à faire. Par exemple, au niveau de l'enregistrement de l'enregistrement des armes, je pense que il y a des mesures qui sont exagérées à ce niveau-là. Je pense que l'enregistrement des armes n'accomplit finalement pas grand-chose. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Pareil, la demande d'autorisation préfectorale, bon, au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On pourrait justement faire en sorte que si on a les prérequis nécessaires, voilà, on n'a pas nécessairement besoin de demander l'autorisation, mais on aurait le droit de pouvoir acheter ces armes, si tant est que l'on respecte les conditions. Voilà, pour moi, c'est ce Très bien. Ok, très bien. Alors là, c'est une question qui est plus directement adressée à Joachim, parce que c'est l'exemple de la Suisse. C'était une question sur Twitch. Si on prend l'exemple de la Suisse, est-ce que cette législation, donc voilà, pour le port d'armes, vous semble-t-elle plus adéquate par rapport à vos idées? Oui, enfin, de toute façon, la situation en Suisse est de plus en plus alignée à celle de l'Europe, malheureusement, sous la forme de contraintes dans des votations populaires. C'était le cas la dernière fois. Et donc, je dirais, ça dépend comment vous posez l'objet, mais si l'objet il est posé de telle sorte que ça paraît de bon sens et non violent de contraindre des choses,
voilà, vous avez un pays comme beaucoup d'autres qui est de plus en plus citadin et qui se détourne de certaines traditions. Donc, on n'est pas dans une situation plus rêvée. Néanmoins, par rapport à ce que disait Corentin juste avant, c'est marquant parce que l'enregistrement, il est quand même pas du tout complexe parce que pour toutes les armes équivalentes d'une catégorie C en France, des ventes qui sont soumises à déclaration à l'armurerie, donc qui sont quasiment en vente libre. Le processus est extrêmement simple. Et il reste simple pour des armes semi-automatiques, ça des équivalents de catégorie B ici, on n'a pas des armes longues avec des chargeurs de grande contenance. Donc en fait, on reste comme dans une situation qui est pragmatique et, et qui me semble aussi respecter quelque chose qui est très important, c'est sur la notion de la propriété privée. En fait, en France, par ce système, finalement, vous n'êtes pas réellement propriétaire de vos armes. Vous êtes juste propriétaire du fait d'avoir le droit de payer pour les avoir et puis pour les alimenter. Mais techniquement, elles peuvent vous être saisies à tout moment. Je dis pas qu'en Suisse, c'est pas le cas. Elles peuvent vous être saisies aussi pour plein de raisons. Je pense que si vous êtes un bon citoyen, ça, en théorie, ça n'arrivera pas. Mais l'état d'esprit, en fait, des anti-armes et je pense du pays, la France en général, c'est quand même, c'est un truc profondément gauchiste, c'est un truc qui nie la propriété privée, quoi. Je veux dire, c'est du communisme qui dit pas son nom. Votre droit à être armé, à être propriétaire de vos armes, de vos biens, ça reste plus respecté en Suisse. C'est un pays qui respecte une certaine liberté et respecte la propriété privée. Un pays qui impose autant la succession, qui impose autant le revenu et qui empêche euh, des gens d'être capables de leur propre protection et d'avoir des biens, c'est une forme de communisme des temps modernes qui ne dit pas son nom. J'en déborde pas et bon, c'est très politisé que je vous dis là, mais bon, c'est pareil que je fais de la politique. Donc je tiens à préciser. Donc, moi, c'est pas. Le vrai débat, il est là. Il part de la philosophie qu'il y a derrière tout ça. Et on se fait avoir jusque-là. On pourra parler du communisme plus tard, Joachim, si vous voulez, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais il y avait une deuxième question qui était de la même personne, c'est la question centrale, je cite, n'est-elle pas dans les moyens, dans les possibilités de juguler le marché noir existant en France? C'était exactement la même question que je vous ai posée tout à l'heure sur la possibilité de désarmer aujourd'hui ceux qui sont armés. Donc voilà, la question du marché noir, effectivement, peut se poser. Ok, mais alors le marché noir de qui pour qui? Parce que je veux dire, allez, on va pas se cacher, je veux dire, il y a quand même un marché noir chez des passionnés. Il y a des armes à pépé qui traînent un peu partout. Il y a un marché noir en Suisse qui est énorme enfin énorme, parce qu'il a été énorme parce que simplement là, il y a eu du changement de législation. Donc avant, les gens étaient capables d'être en propriété sans tout ce bazar où vous demandez des permis à la police, etc. Donc en fait, c'était normal qu'il n'y ait pas plus de déclarations pour d'autres objets. Mais en France, il y a quand même des choses parce qu'il y a eu des conflits armés, il y a eu des chasseurs depuis toujours, il y a des armes qui ont circulé. Donc il y a quand même des gens qui sont propriétaires d'armes au marché noir dont vous n'entendez pas parler, qui ne font de mal à personne, qui font les braquages les plus très fashion, mais quand même qui braquent personne, qui braquent pas de fourgon, qui ne font pas d'attaque terroriste au nom de qui que ce soit, imaginaire ou pas imaginaire. Et, et vous avez un autre type de marché noir qui, comme Corentin le disait, vient aussi d'armes de type Kalachnikov ou d'armes de poing issues des pays de l'Est, où en tout cas la Serbie était quand même un grand fabricant. Hein, donc il y a eu la région, en tout cas, ont des traditions quand même de fabrication d'unités. Enfin, je veux dire, c'était un très grand pays militaire, la Yougoslavie. L'Albanie aussi, au moment donné où elle a été démantelée, entre guillemets, il y a des arsenaux complets qui ont été vidés. Hein, donc, faut,
faut pas se leurrer, ce sont des armes qui valent pas grand-chose au marché noir, mais elles vont vers un certain public et c'est ce public qui pose problème. Donc est-ce que moi j'ai toujours tendance à penser que l'outil pose beaucoup moins de problèmes que celui qui est derrière l'outil. Accuser l'outil, c'est toujours très simple, et ça évite d'accuser, ça évite de devoir porter des accusations parfois un peu dures, parfois un peu fermes, qui parfois correspondent à certains d'homogénéité ethnique, malheureusement, malheureusement, parce qu'on aimerait bien que ce soit pas comme ça, pas aussi triste. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a un marché noir avec une sociologie dans laquelle ça ne pose pas problème. Bon, j'entends, c'est illégal. Je ne vais pas défendre quelque chose d'illégal. Je fais la loi. Je suis pas le. C'est pas moi qui suis là pour dire qu'il faut qu'ils continuent de faire comme ça. Mais par contre, je dis que ces gens ne posent pas de problème de délinquance et d'attaque à main armée. Donc, et d'autres si. C'est pour ça que je vais poser tout à l'heure la question du communautarisme qui me paraissait importante. La question a été vite abordée et on n'aura pas forcément le temps d'y répondre, mais effectivement, comme vous le dites très bien, Joachim, c'est pas forcément l'arme le problème, mais c'est la personne qui s'en sert. Donc effectivement, on peut effectivement se poser la question de cette division dans la société française aujourd'hui et de ceux qui se réclament d'autres lois que celle de la France et qui ont apparemment une haine profonde pour ce pays. Donc on va passer rapidement. Il y avait une autre question, qui est une question qui, je pense, va peut-être plus correspondre à Corentin. La question étant, une personne qui a des antécédents psychiatriques, notamment dans sa jeunesse, sera-t-il interdit de port d'armes même 10, 20, 30 ans après son geste? Vous pouvez tous les deux effectivement y répondre. Alors à ce niveau-là, je pense qu'on peut plutôt considérer inaptes au port d'armes les personnes dont on considère qu'elles représentent dans le caractère immédiat un danger pour elles-mêmes ou autrui de par leurs problèmes psychiatriques. Si ce problème date de 10, 20 ou autre temps lointain, on peut considérer, faire passer un examen psychiatrique et considérer avec le résultat du psychiatre à ce moment-là que la personne n'est plus affectée par son problème psychiatrique et qu'elle ne représente plus un danger et qu'elle est potentiellement apte à accéder à ce permis de port d'armes. C'est des cas particuliers qu'il faut gérer au cas par cas, selon moi. D'abord, on établit un cadre général et après, on voit au cas par cas si effectivement la personne est inapte ou non. Oui, je pense aussi qu'il faut pas non plus, faut pas condamner à vie des gens dans un état. Il y a des choses qui sont vraiment chroniques, certaines maladies mentales ne guérissent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres où on a des moments passagers qui peuvent être délicats dans la vie. Je crois que ça fait partie de la vie de tout un chacun d'avoir des moments où on peut être un peu fragilisé. Ça peut être des moments où il peut être dangereux d'être dans des activités à risque. Je veux dire, je pense que si une personne est dans des états psychiques, psychiatriques et qu'elle conduit des avions, c'est pas beaucoup mieux que de jouer avec des pistolets. Voilà, donc une question de bon sens. Et je pense aussi qu'il faudrait, si on en arrive là à se poser ce genre de questions, ça veut dire qu'on aura déjà bien avancé. Et s'il reste que ce genre de choses à trancher, il faudrait être en effet pragmatique et pas excessif. Parce que je pense pas que ce soit le fond du problème. Le fond du problème, ce sera ce que je disais un peu au début quand je donnais mes réticences, sera plutôt d'être extrêmement affûté et, pour donner finalement toutes les conditions de sécurité pour que l'exercice soit réussi et montre que nous étions dans le vrai, que les ennemis de cette cause nous attendront au tournant. Et il faudra être aussi efficace que quand on a pu rabâcher et rabâcher dans le monde entier les 4 règles de sécurité du tir. Je crois que c'est un acquis, en tout cas chez les tireurs sportifs, et chacun est vigilant pour dire à l'autre quand il se relâche.
fait partie du jeu, en humilité, qu'on accepte tous. C'est aussi une question d'humilité. Il y a des moments où on est plus attentif, moins d'autres, on l'est moins, ou d'autres le sont pour nous. Et c'est quand même une grande aventure de responsabilité collective. La détention, la possession, le port d'une arme. Mais, mais par in extenso, je suis désolé de le dire, quand on est conducteur, on est au volant d'une arme par destination. Hein, vous voyez vous-même, il y a des gens qui font des attaques terroristes avec donc, qui mine de rien, on est tous dangereux pour les uns pour les autres. Et vous voyez qu'il y a des gens qui sont quand même vieux, qui conduisent moins bien, d'autres qui sont vieux, qui conduisent encore bien, d'autres qui sont jeunes, qui conduisent pas, etc. Et il y a aussi des gens qui ont des problèmes mentaux qui font qu'ils ne peuvent pas conduire de manière passagère, de manière définitive. Et en fait, on est tous des dangers les uns pour les autres en permanence. Et finalement, il y a peu d'accidents par rapport à toutes les raisons qu'il y aurait qu'on se fasse vraiment du mal. Vous voyez la vitesse à laquelle on est lancé dans des bolides, parfois à l'air libre, comme deux roues. Finalement, il y a peu d'accidents de la route. Il y en a toujours, ils sont dramatiques, il y en a toujours trop, mais il y en a peu par rapport à toutes ces situations de chaque instant où des gens pourraient tuer d'autres gens par mégarde. Donc, on a des outils qu'on a créés parce qu'ils sont adaptés à notre cerveau et à notre corps, à nos réflexes, qu'on a à peu près tous les mêmes, dans certaines mesures. Et quand il y a des défaillances d'un élément, ben, il peut soit se mettre de côté de lui-même, soit être mis de côté par les autres. Et il y a cette vigilance réciproque qui ne fonctionne pas si mal. Alors j'ai envie de dire, si ça fonctionne pour les véhicules, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les armes à feu? Très bien. Du coup, je vais reprendre le fil des questions. Et puis, entre parenthèses, effectivement, on parlait de psychiatrie, donc on parle aussi de folie. Je vous invite à lire Michel Foucault, notamment, qui parlait de la folie aussi et l'évolution de ce qu'est la folie depuis les années 60. En fermant la parenthèse, il y a une question qui s'adresse à Monsieur Sonforger. Alors, je la cite: à quoi vous engagez-vous si vous êtes élu en matière d'armes? Je pense qu'on va de toute façon, là nous sommes dans l'élaboration du programme que nous s'étons proposé. En tout cas, comme j'ai dit, hein, j'ai dit il y a longtemps que je serais candidat pour cette présidentielle. Je ne vous ai pas dit que j'allais réussir à être candidat parce qu'il y a cette barrière des 500 signatures qui est compliquée, mais en tout cas, on va faire tout cette année pour arriver à être en situation de le faire. Et je suis encore jeune et parmi vous, il y a beaucoup de gens plus jeunes que moi et donc on n'est pas dans 2022, c'est pas la fin du monde non plus. Hein, donc, le but, c'est de monter aussi un programme politique cohérent qui est basé sur la connaissance de l'individu, de l'être humain. Et justement, c'était l'exemple parfait là sur la légitime défense. Vous avez parlé de la loi d'être en adéquation avec la physiologie, avec la façon dont les gens vivent ensemble. C'est pour ça que je vous ai parlé de la voiture aussi. Là, je n'avais jamais pris cet exemple avant, mais je pense que je le reprendrai parce il ressemble quand même beaucoup à la réalité. On va continuer à démystifier ensemble ces choses-là, et d'autant plus que c'est une de mes passions, mais parce que c'est une de mes passions en prolongement à celle qui était la mienne des arts martiaux à main nue et armes blanches avant de pratiquer des armes à feu. Euh, et pour toutes ces raisons, pour ces enjeux de la maîtrise de soi, de la défense de soi-même, des autres, il sera important qu'on ait des éléments de programme sur les éléments qu'on a discutés ce soir. Je pense qu'on recontactera la PAC avec nos équipes pour qu'on puisse bénéficier de leurs conseils, de leur argumentaire qui est bien construit, hein, je l'entends, avec des chiffres. Et les chiffres, on ne peut pas faire mentir les faits, ça c'est très important. Je sens aussi que j'avais peur que le débat parte un peu dans tous les sens, qu'on a quelques joyeux lurons aussi dans les gens qui nous suivent, un petit peu, avec des questions un peu débridées parfois, mais finalement, je vois que bon, voilà, on est resté on est allé sur un débat de fond et profondément apaisé, intelligent. Et tout ça me fait dire que, bien sûr aussi au nom de l'électorat qui me suit beaucoup, notamment chez les forces de l'ordre et chez les militaires, heu, on va faire des propositions en ce sens. Et je pense qu'on aura très envie de s'inspirer du programme qui est suggéré par l'ARPAC de longue date. Et je pense que ça fait du sens aujourd'hui. Et je pense que même
peu de partis vont oser s'aventurer là-dessus parce qu'il y aura cette peur du jugement, d'être pris pour être forcément un parti extrémiste en étant pro-armes. Alors que nous ne sommes pas dans cette dynamique. On n'est pas non plus forcément dans une dynamique synonyme de la NRA américaine. Du reste, je vois souvent d'un œil pas très positif les pro-armes européens pour différentes raisons sociales. Mais on a notre idée, nous, à la française, de ce qu'on doit faire pour redonner à l'individu le droit d'assurer sa propre défense à tout niveau. C'est pour ça que je rappelle à tout niveau qu'on intégrera cette partie du programme qui n'est pas hostile du tout aux propositions de l'ARPAC, tout au contraire. Mais je pense qu'il faudrait intégrer ça dans une dynamique de droit à l'autodéfense pour l'individu et droit à une autodéfense organisée collectivement. Et ça va des moyens informatiques de résister à des tentatives d'influence étrangères ou intérieures, parce qu'il y a cette optique qu'on appelle le nudge, là, d'économie comportementale, qui derrière, c'est une idéologie enfin, les méthodes sont intéressantes, mais l'idéologie derrière est celle d'un paternalisme qu'ils appellent libertarien. Je ne crois pas beaucoup. C'est l'idée d'influencer les gens malgré eux en utilisant leurs failles cognitives pour pouvoir finalement les faire adhérer à une idée. Et aujourd'hui, on se fait avoir beaucoup justement par les anti-chasse, les anti-armes, qui nous refilent des mêmes choses sur le bien-être animal, sur une certaine vision de l'écologie et sur une certaine vision du bien-être animal. En fait, heureux, mais il y a des animaux de compagnie et d'autres ne sont pas des animaux de compagnie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à la façon dont on assure notre autodéfense. Et ça va de ça va aujourd'hui de la défense informatique sur les réseaux sociaux, de ne pas se laisser instrumentaliser malgré nous par nos propres failles, nos propres belles émotions, et jusqu'à la défense physique, à proprement parler, à main nue, mentalement, moralement, et avec une arme s'il le faut. Et en plus, je pense que tout ça, ça a des vertus très fortes, comme le fait de conduire. C'est la vertu de la concentration, d'apprendre une tâche complexe, sa vie est en danger, et d'être sérieux. Et je pense que dans une éducation, c'est très important à avoir. En tout cas, moi, mes enfants apprennent à tirer. Alors, Joachim, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a d'autres questions. Effectivement, la question de l'autodéfense est intéressante. J'y pense comme ça aussi dans un cadre électoral, quand on parle d'autodéfense. Est-ce que c'est pas de la novlangue pour parler simplement de souveraineté, qui est un gros mot aujourd'hui? Et j'aurais donc plusieurs questions encore, hein. On va essayer d'aller le plus vite possible. D'internautes. Il y avait par exemple le droit de port d'armes pour la défense, c'est un droit et non un privilège. Donc que faites-vous de ceux qui n'auront pas l'autorisation de porter des armes à feu pour X raisons? Armes de défense, autres, pas armes de défense, je parle d'armes non létales. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Si malheureusement les raisons de ne pas avoir le droit sont légitimes, hein, parce que la personne est dangereuse pour les autres ou pour elle-même, comme le disait Corentin, je pense que il y a un moment donné où il y a un peu une situation d'inégalité. Il faut apprécier aussi le niveau de risque pour la personne, je pense. Hein, c'est difficile à le faire de manière systématique, mais je pense que ça fait partie des choses qui doivent être considérées. Puis, à nouveau, hein, là, je ne peux pas me paraphraser, mais la défense se situe à différents niveaux et ça se situe. Il y a tout un état d'esprit pour être prêt à être en situation de se défendre. Alors, si c'est pour avoir cette sensation d'être assuré par le fait d'être armé, il y a des alternatives non létales vers lesquelles on peut songer. Je vois même qu'en termes de détention de certains sprays au poivre, certaines, notamment avec des capsules par propulsion, une certaine cinétique, ces coups d'arrêt supplémentaires ne sont pas autorisés. Il y a différentes choses sur lesquelles on peut travailler, et je pense que aussi sur des choses dispositifs à impulsion électrique, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse qui soit blanche ou noire. Il y a des gradations diverses qui peuvent aussi répondre aux besoins de tout à chacun. Et vraiment,
perdons pas le repère que fétichisons pas sur l'arme en soi, c'est pas uniquement ça. Tu dis aussi beaucoup dans la tête, dans l'engagement. Si je peux rajouter aussi un petit mot par rapport à ça, je dirais que a priori, selon nos conditions, normalement, tout individu qui jouit de tous ces droits, on va dire, civiques, et qui réussit à démontrer qu'il n'est pas un danger pour la société, devrait normalement pouvoir accéder à ce permis de port d'armes, si tant est qu'il respecte les conditions. Donc, a priori, et non seulement ça, mais ceux qui, soit par choix, soit parce qu'ils ne respectent pas les conditions, ne pourraient pas accéder à ce permis de port d'armes, en profiteraient de toute manière, de par la réduction de criminalité induite par l'effet dissuasif que procuraient les individus qui, eux, sont armés, et par aussi l'effet de protection, je dirais, plus direct, qui fait que s'ils sont agressés et qu'un témoin aux alentours est armé et est disposé à venir en aide, voilà, ils pourront agir et venir à son secours. Maintenant, effectivement, pour ce qui est de l'équipement à moindre létalité, je dirais, on pourrait envisager aussi d'accepter, on va dire, plus le port et l'usage. C'est déjà tout de même plus ou moins toléré, je dirais, si vous vous baladez avec une bombe au poivre. Bon, théoriquement, c'est considéré comme une arme de catégorie D. Donc c'est théoriquement puni par la loi, mais je pense que la majeure partie des forces de l'ordre ne vous en tiendront pas rigueur. Maintenant aussi, comme disait Joachim, il y a cet esprit de résilience qui doit se mettre en œuvre, et on doit de toute façon encourager la population à se défendre, à se battre pour protéger son intégrité physique, et ça passe, l'acceptabilité de la légitime défense passera aussi par là. Bon, je vais vous poser une dernière question. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur les attentats, du Bataclan et de Charlie Hebdo. Donc avec le fait que ce soit des zones que vous appelez des gun-free zones, hein, qui seraient apparemment du pain béni pour les attentats terroristes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour endiguer cette menace? Et on essaiera de terminer sur cette question. D'accord, je vais peut-être répondre en premier sur cette question. En effet, le terme de gun-free zones, donc c'est un terme qui nous vient directement des États-Unis, où là-bas, voilà, il y a des lieux où le port d'armes est interdit. On voit ça par exemple dans les campus scolaires, où normalement voilà, le port d'armes est interdit, mais ça peut s'arranger sous certaines conditions, si on a une autorisation de l'académie en question et tout ça, pour les professeurs notamment. Mais de manière générale, ce sont des lieux où le port d'armes est interdit. On voit ça aussi dans certains lieux publics, par exemple des tribunaux, ou des préfectures, ou voilà, des lieux où de toute façon il y a en général une présence de forces de sécurité armées, mais voilà, ce sont des lieux où en général le port d'armes est interdit pour la population en général, la population civile. Les compagnies privées ont aussi le droit d'indiquer qu'ils souhaitent refuser l'accès à leurs locaux aux citoyens armés. Et la majeure partie des tueries de masse se produisent dans ce type d'environnement. 89% des fusillades de masse aux États-Unis se passent dans des gun-free zones, donc des lieux qui interdisent le port d'armes théoriquement aux civils.
Et pour rebondir sur l'exemple du Bataclan et de Charlie Hebdo, s'il y avait au moment de ces attaques eu des citoyens armés, ils auraient pu opposer une riposte armée dès le début de l'attaque et donc pouvoir au moins mettre en déroute les terroristes, sinon en neutraliser quelques-uns et faire passer l'attaque dans la phase suivante. On a eu notamment au Bataclan l'exemple du commissaire, le commissaire de la BAC qui a été le premier à rentrer sur les lieux et qui a pu justement apporter un minimum de réponse armée, neutraliser au moins un terroriste et permettre à l'attaque de progresser dans une phase de prise d'otage plutôt que simplement de tuerie, de tuerie non ciblée et aveugle. À Charlie Hebdo, il y avait également Charb qui était tireur sportif et qui avait fait la demande d'un permis de port d'armes pour sa défense parce qu'il était directement menacé. Voilà, il y a eu des menaces très sérieuses sur sa vie qui avaient été proférées et cette demande lui avait été refusée. Donc il y a aussi, voilà, on peut supposer qu'à Charlie Hebdo, si Charb notamment avait pu être armé, il aurait pu opposer une résistance et défendre effectivement sa vie et celle des autres chroniqueurs de Charlie Hebdo qui ont été assassinés. Je ne savais pas du tout qu'il avait fait cette demande. C'est intéressant, je ne savais pas du tout ça. Mais il faut savoir que la plupart des demandes des personnalités qui sont exposées, non seulement on vous accuse réception des mois après votre demande et donc des mois après les menaces ont été proférées. Je le sais personnellement et qu'après le processus est tellement long et en général couronné d'échecs que vous avez eu le temps de vous être fait tuer des milliers de fois théoriquement dans l'intervalle. Donc je ne savais pas que dans le cas de Charb, il y avait ça. J'ignorais cette partie de l'épisode, mais c'est très démonstratif du fait qu'on traite les dossiers de menaces toujours de la même façon aujourd'hui, je veux dire, hein, y compris pour des gens qui sont déjà détenteurs, y compris pour des gens qui sont entraînés, et pas pour des néophytes qui viennent de s'inscrire au club de tir ou qui n'y sont pas encore. Donc le système actuel, il est fait de telle sorte que de toute façon, on va vous dissuader d'organiser votre défense par vous-même, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est l'état des choses. Sur les gun free zones, oui, de toute façon, j'avais exactement le même avis. Et je pense que très clairement, c'est pas l'état d'esprit. Hein. Je veux dire, si on est dans un bon, la chance entre guillemets qu'on a, c'est que les terroristes qu'on a eu jusqu'à maintenant sont globalement des gens pas très intelligents. Malheureusement, je crois, à part Mera, qui était peut-être un peu au-dessus du lot, mais c'est un des facteurs d'échec, hein, de beaucoup de choses qu'ils voulaient faire et qui ont été un peu franchement mauvaises. Souvent, il faut croire qu'il y a une corrélation négative entre le fait d'être teubé et le fait d'avoir envie de commettre des actes qui vont supprimer des tas de gens, y compris vous. Donc tant mieux hein, que ce soit quand même pas des gens si faciles à trouver, la combinaison des deux. Mais bon, évidemment, les cibles qui vont être recherchées, elles vont forcément être des cibles vulnérables. Une cible vulnérable, c'est une foule où les gens sont compactés et ne peuvent pas s'échapper rapidement. Une situation où vous ne pouvez pas être désarmé très vite et que vous faire du dégât. Bon, voilà, donc il faut clairement pas désigner. Si vous créez un système qui permet d'avoir une vigilance ubiquitaire, il faut qu'elle soit ubiquitaire. Il faut qu'elle soit partout en tout temps. Il ne faut pas qu'elle soit. Il faut pas qu'elle ait de points faibles. Sinon, évidemment, à chaque fois, les cherchent les points faibles. Je veux dire, ça c'est vieux comme le monde. Donc, non, au contraire, je pense qu'on doit rester dans un. Mais à nouveau, ça fait peur parce que de voir une arme à feu en tout temps dans une situation, finalement, on n'a plus l'habitude, de par la chute de cette culture des armes, c'est devenu un objet étrange pour beaucoup de gens, notamment des gens de la vie citadine, et je crois qu'ils ont même
je sais pas, il le scotomise presque en le voyant à la ceinture d'un policier, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas normal d'avoir, et qui fait peur. Et donc, comme beaucoup de choses, je pense que, enfin, c'est mon dernier mot, c'est important de démystifier beaucoup de choses. Pour certains, ça va être d'or, ça va être le luxe sur tel ou tel objet, ça va être de connaître telle ou telle personne, ça va être de faire telle ou telle chose, ça va être de posséder tel ou tel objet. Donc certains le font pour les armes de la même façon, dans cette dynamique de consommation et d'envie. Mais ça ne doit pas être ça, hein. C'est de la dynamique dont on parle aujourd'hui, ça doit être quelque chose où l'outil n'est qu'un vecteur de liberté et de sécurité, euh, compris pour sa propre totalement, hein, pour faire un. Parfois, ça peut être une amorce pour être quelqu'un de plus confiant, plus rassuré, travailler sur soi, c'est pas exclu non plus. Mais ça ne doit pas se faire dans le cadre d'une dépendance à l'objet. Il faut qu'il y ait un travail sur soi, et que ce travail-là, il soit honnête, sincère, il soit engagé. C'est quand même ce genre de profil qu'on trouve chez les tireurs sportifs passionnés aujourd'hui, en tout cas dans les milieux un peu où les gens poussent un peu les choses, hein, comme ce que j'ai là autour de moi dans le milieu de la compétition de tir à longue distance, dans le milieu du tir IPSC. Il y a quand même des gens très passionnés de l'arme, de sa facture, du contrôle de soi pour le maîtriser de mieux en mieux, de ne pas avoir peur de passer du temps, de l'argent, de l'énergie, de garder une certaine humilité dans la pratique et dans etc. Donc je pense que vraiment l'état d'esprit au-delà du fétichisme autour de l'objet, très important, et je pense que c'est tout ça qu'on essaie de vendre entre guillemets dans la démarche de la promotion de cette idée qu'on fait aujourd'hui et que fait la j'imagine. C'est un état d'esprit qui vient avec. Et je pense que cet état d'esprit est relativement sain parce qu'il est basé sur la liberté, la responsabilité, la propriété privée, et et la connaissance de soi et de l'autre. Je pense que ce sont des valeurs relativement saines, paradoxalement, par rapport à un objet qui a l'air un petit peu offensant, violent, qui peut donner la mort. Bien, voilà, je veux dire, on fait pas tout un caca nerveux comme ça pour les gens qui veulent faire du judo. Euh, et, et encore aujourd'hui, on leur fait encore moins de caca nerveux pour les gens qui veulent faire du MMA, alors que je ne pense pas que ce sport-là ait jamais montré des principes de vertu morale et de philosophique aussi avoués que, en tout cas, l'ont fait certains arts martiaux japonais qui sont tout à fait lambda et normaux, voire au contraire, c'est presque une sorte de grandeur d'âme de faire certaines disciplines. Et, et, et on ne vous dit pas, mais tu es une arme létale sur patte. On peut vous le reprocher dans un cas de légitime défense, du reste. Ça, je vous précise, hein, c'est important à savoir. Vous êtes entraîné à un art martial, vous pouvez être accusé plus facilement si c'est vous qui avez fait plus de dégâts que l'autre. Et, et même si ce n'est pas le cas. Et donc, tout ça pour dire que je pense que c'est à considérer de la même façon, et pas exclu qu'on arrive à le faire considérer un jour de la même façon. Et pour ça, je pense que les gens qui font la défense de cette idée doivent faire la défense de cette idée très globale, très universelle, dont on vient de parler, et d'éviter de le faire uniquement sur une fétichisation de l'arme à feu en soi. Euh, si je peux comprendre en soi qu'on est fasciné par la mécanique, mais voilà, c'est vraiment important, et je pense que ça permettra de mieux comprendre la sincérité de la démarche, qu'elle émane de l'ARPAC, qu'elle émane qu'elle émane de moi. Alors messieurs, je vais vous demander de conclure. Je vous rappelle simplement que ce Discord est effectivement ouvert à tout le monde qui se pose des questions sur cette actualité-là et sur l'actualité de Joachim. Donc voilà, j'attends de vous un dernier mot pour qu'on puisse clore ce débat tous ensemble, parce qu'il est déjà 23h. Oui, bien si je peux commencer. Je pense que cet échange plus semblé d'une discussion autour du sujet plutôt que d'un véritable débat où deux points de vue opposés s'affrontent. Mais c'est vrai qu'on a pu discuter de plein de choses vraiment très intéressantes autour de la légitime défense et de la place que peut occuper le citoyen dans la sécurité publique.
Et il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine pour sensibiliser la population à l'importance d'assurer leur propre sécurité, d'intégrer ça dans les esprits, et aussi de démystifier cette vision de l'arme à feu qui est vue de manière très néfaste. Mais je pense qu'il y a moyen de se diriger vers un environnement où on peut considérer le citoyen comme acteur de sa sécurité et non plus seulement comme un élément uniquement passif et victimaire. Je pense que ça reviendra dans le débat de toute manière. Pour les présidentielles de 2022, effectivement, la question de la sécurité, l'initiative citoyenne va ressurgir logiquement dans le débat. Donc, si M. Sonneforger a envie de faire une dernière remarque, c'est à lui de le faire, et puis ensuite, nous terminerons gentiment et paisiblement ce débat. Oui, mais je remercie beaucoup Corentin d'être là. Je suis content de cet échange parce qu'on s'est un peu tourné autour avec l'ARPAC, avec, je pense même moi-même, le sentiment qu'on n'a jamais eu pris le temps de discuter, peut-être d'incompréhension mutuelle. Enfin, simplement, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça, parce que finalement, je vois dans les échanges, au contraire, moi j'ai appris des choses et que finalement, les points de vue sont assez homogènes finalement. Et moi-même, j'ai pu me rassurer sur certains points qui me posaient encore question pour prendre pour avoir un avis aussi tranché sur certains aspects. Après, je pense qu'il faut, au-delà qu'on continue de travailler sur la question, parce que je pense que ça peut faire un objet très pratique pour nous dans le cadre de l'élaboration du programme, parce que je ne cache pas qu'on est dans des étapes de construction, donc j'ai déjà écrit des choses, mais il y a des choses qui relèvent plus de la philosophie politique qu'on souhaitait décliner dans des objets très précis. Celui-ci est un bon exemple à travers les discussions qu'on a eues, je crois que vous pouvez vous en rendre compte. Je suis très satisfait aussi des interventions des internautes aujourd'hui, parce que, alors évidemment, c'est un peu nouveau, donc au niveau technique, on a encore des petites choses à améliorer. Il y a des choses, pour aussi augmenter les audiences, on doit pouvoir nous faire du multiplateforme, et on n'a pas encore tout à fait bien mis en place les choses. Mais là, je suis très étonné positivement de la qualité aussi des questions, des interventions diverses et variées. Je remercie Paul pour sa modération. C'est la première fois qu'il fait ça pour nous. Et voilà, donc je pense que c'est une jolie formule. Moi, le but aussi de ces échanges, c'est pas de me mettre en avant, je crois que je le fais assez largement à d'autres occasions, surtout d'entendre des gens qui ont des spécialités particulières dans un domaine, et c'est le cas là avec Corentin qu'on avait aujourd'hui avec nous. Voilà, c'était de confronter des choses très pratiques, chiffres connus, un benchmark qui est fait entre différentes pratiques ailleurs, et les confronter, de voir ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien, de pouvoir les contextualiser dans le temps. On a parlé de la République tchèque, tout ça, de son évolution, des résultats de cette politique. Le but, c'est de vous donner la parole et de pouvoir un peu s'inspirer de ce que vous faites et ce que vous faites mieux que moi, et puis qu'on profite tous de cet échange, et que nous, nos militants, puissent aussi écouter ce genre de choses. Donc, c'est surtout une invitation à ce qu'on renouvelle, à ce qu'on poursuive cet échange, je dirais, sur le papier, avec les gens de nos équipes qui pourront trouver un profit à intégrer une partie des propositions de l'ARPAC, peut-être pratiquement de pouvoir suggérer aussi des choses qui peuvent faire un peu pas une expérience témoin, parce que malheureusement je ne serais pas force de loi moi tout seul sans être président, mais au moins sur la démarche où je disais de préparer les gens psychologiquement à être en capacité de se défendre. Il y a des choses déjà qu'on peut faire en toute légalité et en toute fraternité, et ça c'est intéressant. Puis voilà, donc j'espère qu'on pourra renouveler d'autres débats de ce genre dans d'autres domaines, peut-être de manière connexe avec les idées finalement de liberté et solidarité qui sont défendues par
par ces valeurs qui nous sont communes aujourd'hui avec l'ARPAC. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous deux. Merci à tous ceux qui ont été là pour écouter le débat. Merci à ceux qui ont aussi réagi. Et puis, j'espère qu'on pourra effectivement renouveler ce débat et puis de nouveaux sujets parce que voilà, c'est quand même, je pense, intéressant d'avoir l'avis de tout le monde en démocratie et ça a été très sympa pour moi de modérer, d'animer entre guillemets le débat. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous et puis à très vite.